J'ai le grand plaisir de présenter, qui est Sofiane Lagouati, conservateur et chercheur qualifié au Musée royal de Marimont en Belgique, qui est commissaire d'une dizaine d'expositions ayant trait aux livres, à la littérature et aux arts contemporains et graphiques. Il est également professeur invité à l'UC Louvain, où il enseigne la littérature ainsi que l'histoire du livre et de son graphisme. Il co-dirige avec Myriam Ouatté-Delmotte et David Martens la plateforme numérique littérature mode d'emploi et avec David Martens en particulier le groupe de recherche international d'Erimel dont on a pu parler ce matin, donc qui travaille sur la muséographie et l'exposition de la littérature et du livre. Et il s'intéresse, et je finirai là-dessus pour pas être trop long, au processus de création qui met en lien les littératures francophones et les arts contemporains à travers les relations texte, image, support. Merci beaucoup Sofiane et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, donc ça me fait bizarre de devoir encore parler là. Je vais mettre un minuteur parce que j'essaie de tenir l'horaire. Je pense que la journée a été déjà bien roborative et j'essaie de ne pas faire trop long. Et donc, je vais peut-être sur certains aspects aller un peu plus rapidement. Mais en gros, je voudrais d'abord remercier évidemment René Audet, Corentin Laouste et en particulier donc Marie-Ève Muller qui a supervisé ma venue ici de main de maître et ainsi que évidemment donc l'université et la maison des littératures qui nous accueille aujourd'hui. Alors, peut-être que avant de commencer et pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de parler de l'exposition, parce que pour répondre à une question qui relève un petit peu de l'extrême contemporain, je vous propose plutôt de faire avec moi un regard rétrospectif. Regard rétrospectif d'abord sur ma pratique, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus, mais c'est l'idée je pense que c'est toujours intéressant de parler d'où on parle, de quelle position on parle. Et pourquoi vous parlez d'exposition ? Parce que dans une certaine mesure, c'est l'espace de redéploiement de différents aspects d'expression et de pratique apparentées ou précédant ce qu'on appelle de manière un peu protéiforme, un peu nébuleuse, les arts littéraires, et qui ont trait, me concernant en tout cas, ce qui me semble intéressant à mettre sur le métier et travailler avec vous. Donc j'aurai plus peut-être des questions pour vous que de réponses à vous proposer. Donc sur tout ce qui a trait non seulement à la littérature, aux livres, mais aux arts et notamment aux arts numériques. L'exposition en tant que matière hypermédiatique, on va dire, c'est une sorte de super média, et une question particulièrement intéressante parce qu'évidemment, elle met en avant, elle met en exergue, elle souligne le rapport au public. Hein, quel type de public va voir quel type d'exposition, etc. Mais on peut voir aussi la notion d'exposition de manière un peu plus large, un peu plus polysémique et envisager en fait ce que le fait de rendre public la chose, une chose en particulier, a à nous dire sur une époque, sur un certain nombre de sujets. Et en un sens, on peut considérer que, moi qui suis plutôt au départ spécialiste du livre, que le livre, c'est non seulement un objet de lien, comme l'est la littérature, mais c'est aussi un objet qui représente certaines préoccupations de son époque. Aussi, partir de cette question-là, de la question du rapport au livre, à la littérature et de ses évolutions à travers les siècles, on ne va pas faire ça aujourd'hui évidemment, je vous rassure, en 20 minutes ça va être compliqué, c'est poser d'emblée la question de ce que ça nous dit sur notre époque. Alors évidemment, quand on regarde les actes du colloque qui a été présenté à Metz et qui vient d'être publié juste avant le colloque, juste avant cette journée d'études, on voit que dans l'introduction qui est proposée par Carole Bizenus-Pénin, René Audet et Bertrand Gervais, que la question d'hybridité touche en fait tous les aspects de la création numérique, évidemment, et ce qui rend la chose compliquée pour en parler. Aussi, je vais avoir recours à ces détours pour venir précisément mettre en perspective ces questions-là. Et donc, commencer d'abord par d'où je parle. Quand je suis arrivé au musée de Marimont en 2010, on a eu un projet d'exposition avec l'université de Louvain-la-Neuve qui portait sur figures, fonctions et territoire de l'écrivain. Et on s'est mis à ambitionner de faire une exposition de la littérature à ce moment-là. Et j'y ambitionnais parce qu'en fait, rétrospectivement, je me rends compte qu'exposer la littérature, ça ne peut pas être ça. Quand on fait une exposition sur la littérature,
on ne fait pas une exposition à proprement parler littéraire. En tout cas, je n'ai pas cette ambition-là. Donc, ça veut dire que quand on expose des objets, des livres ouverts, ce que Simon Dumas avait appelé, que René Audet avait repris, le show du lutrin, que je trouve très, très judicieuse et très drôle comme expression, finalement, on choisit de faire dire à un livre, à lui faire porter un discours spécifique. Donc, une exposition de la littérature, évidemment, ça ne peut pas être mettre des objets, des œuvres au service d'un discours sur la littérature, ses acteurs, ses territoires, bref, ce qu'on a fait. Exposer la littérature, c'est pas faire de la littérature, et c'est ce que dit notamment le texte, le collectif qui a été réalisé par Emmanuel Payen et Jérôme Bessières en 2015. Alors du coup, on s'est intéressé avec mes acolytes d'alors, qui étaient Myriam Moité-Delmotte et David Martens, à ces problématiques-là. Et on a eu l'idée, avec David Martens, de cofonder les RIMEL, qui est la recherche interdisciplinaire sur la mésiographie et l'exposition du livre et de la littérature. Si ça vous intéresse, je vous propose d'aller voir sur le site, ça sera plus simple. Le site en question, il s'agit de Littérature Mode d'Emploi, qui propose à la fois des comptes rendus d'exposition, des activités de veille et de recherche, de la documentation. Et il y a eu un colloque à Cerisy auquel Corentin Laouste a participé, ainsi que Carole Bizenius-Penin, pour ceux qui sont ici présents avec nous aujourd'hui. Alors, d'emblée, en fait, on s'est dit que finalement, peut-être que le bon angle, en tout cas l'une des interrogations qu'on s'est posées dans ce groupe de recherche, c'est de se dire, au fond, peut-être qu'il faudrait s'intéresser aux écrivains qui font des expositions pour parler d'exposition de la littérature. Et quand on s'intéresse à la question, c'est de manière assez étonnante. Déjà, il n'y en a pas énormément des expositions faites par des écrivains. Il y a eu toute une série de cartes blanches faites au Louvre. Il y a eu évidemment une exposition qui a un peu fait date, qui est autour de Michel Houellebecq au Grand Palais. Mais vous avez aussi des expositions étonnantes avec une exposition à la White Gallery à Londres d'Enrique Villamatas, ou Orhan Pamuk, qui en fait a littéralement créé un musée pour raconter un roman. On peut le voir comme ça, en fait, de manière simplifiée, c'est-à-dire vraiment une démarche tout à fait originale. Ce dont on se rend compte en fait dans ces expositions de la littérature, c'est qu'elles traitent d'objets qui ont très peu de liens avec les livres. Ça va être de la photographie, ça va être du cinéma, ça va être des sculptures, des images, et on se rend compte que finalement, une exposition faite par un écrivain est une exposition très peu littéraire. Et on peut être assez surpris de prime abord par ça, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des livres ouverts à chaque fois qu'on tourne dans un couloir. Mais c'est parce qu'au fond, on a une certaine illusion, ce que j'ai appelé la double illusion ici, et que certains chercheurs comme Jean Davalon, qui est un spécialiste de muséographie, ou Serge Chaumier appellent à leur façon aussi. Jean Davalon dit que l'idée d'une exposition comme un livre serait quelque part un peu une forme d'illusion, au sens où ce travail trouverait essentiellement correspondrait en fait à une mise en espace d'un livre. En fait, une exposition, ce serait de grands livres. Alors que, précisément, et c'est ce que nous dit aussi Serge Chaumier, qui lui se base davantage sur la question de texte, le texte comme étant une structure portante, que l'exposition correspond moins à une histoire qu'à un enchevêtrement de sens. Et donc, essentiellement, appréhender l'exposition littéraire ou l'exposition faite par des écrivains comme un espace étant, on va dire, une représentation en 3 dimensions d'un livre, que ce soit d'un livre pour son contenu, pour son contenant, est une illusion, et donc est un biais qu'on aurait tendance à appréhender. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette exposition, cette réflexion autour des expositions d'écrivains, qui a été notamment l'objet d'un colloque que nous avons organisé à Beaux-Arts avec David Martens et Julie Baouin, qui avaient, elles, travaillé sur les commissariats faits par des artistes, c'est que quand on s'y intéresse un peu de plus près, on se rend compte qu'il y a en réalité un changement de paradigme par rapport à la manière dont on se représente le statut des écrivains et la manière dont ils appréhendent la réalité en fait, de l'exposition. Si on considère l'exposition et les institutions comme un médium, on se rend compte que le recours à des personnalités, comme l'a fait le Louvre par exemple,
procède d'une sorte d'éditorialisation, et j'emploie volontiers un terme plutôt qui a trait au domaine numérique, une sorte d'éditorialisation institutionnelle qui propose en fait de rendre, grâce à des moyens financiers, matériels, humains, des contenus accessibles. L'institution permet à l'écrivain de faire, en somme, et c'est un terme aussi que j'emprunte à Vitaly Rossati, de la curation de contenu, mais dans un espace en 3 dimensions. Pas seulement, mais aussi dans un espace en 3 dimensions. Alors, il y a des bénéfices, il y a des bénéfices conjoints. D'un côté, l'institution bénéficie du rayonnement littéraire auprès du public, de publics potentiellement différents de son institution, l'écrivain ou l'écrivaine, d'une reconnaissance et d'une médiatisation culturelle nouvelle. L'institution légitime son expertise pluridisciplinaire d'un côté, paradoxalement, celle-là même qu'elle va apporter à l'exposition associée à son nom. Pour le Louvre en particulier, le choix se porte, et c'est assez intéressant, sur des personnalités connues ou reconnues sur plusieurs disciplines, ou pour leur caractère, en tout cas pour leur potentialité indisciplinaire. On prend le cas de Toussaint, qui a été d'ailleurs l'objet d'un article dans les actes du colloque, qui est cinéaste, et qui a fait en fait un film différent du texte qu'il avait produit auparavant. Éco et philosophe et sémioticien, etc., etc. Au fond, ce qui est très intéressant, c'est que, dans une certaine mesure, l'institution va acter, finalement, la fin d'une certaine idée sédimentée de la littérature et de ses personnalités. C'est-à-dire celle du livre comme finalité, de l'agentivité des prix et des lieux de consécration, le grand écrivain comme incarnation. Et je pense évidemment à la citation que fait du grand écrivain Dominique Noguet, c'est-à-dire un acteur non seulement de la scène littéraire, je ne sais pas si vous arrivez à lire en même temps, mais je peux agrandir. Le grand écrivain, c'est un acteur non seulement de la scène littéraire, mais de la scène culturelle et de la scène publique en général, qui se promène sur Terre non seulement comme tout écrivain, en représentant de commerce de lui-même, mais aussi en incarnation de la conscience universelle. Donc on met finalement un peu à terme, au moins en tout cas à mal, cette idée-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on s'intéresse à ça, on se rend compte très rapidement que ce changement de paradigme qui est incarné par les écrivains, on le retrouve aussi dans les arts plastiques. Alors, chez les écrivains, c'est connu depuis assez longtemps. Les écrivains ont investi depuis très longtemps les différents médiums, les différents arts, etc. Au fond, la scène, l'exposition et le numérique représentent autant de terrains de jeu potentiels que de propositions paradoxalement culturelles concurrentes par rapport aux médias auxquels ils sont associés traditionnellement. Je pense notamment, je vais donner juste cet exemple-là, rapide, j'avais mis un extrait vidéo, mais je n'aurai pas le temps de le montrer, à Claude Simon, qui est évidemment connu pour son œuvre littéraire, prix Nobel de littérature, mais Claude Simon a aussi fait une expérience cinématographique qui s'appelle le triptyque, et notamment, on découvre depuis quelques années maintenant son travail de collagiste, qui était resté dans la sphère plutôt du privé, et qui est mis au devant de la scène. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant quand on regarde en fait le travail qui est fait de ce point de vue-là, c'est qu'on se rend compte que des choses qui typiquement qui n'ont pas une légitimité, mais au regard en fait de l'émergence de nouvelles pratiques protéiformes, il y a une reconnaissance pour des médiums et des techniques et des procédés qui ont en fait des collusions entre elles, que ce soit le roman qui a un triptyque, le film qui s'appelle le triptyque, et là c'est un triptyque physique sur lequel il fait des collages et qui font sens au fond et qui permettent une meilleure appréhension plus globale, plus fine de son œuvre. Et Claude Simon dit lui-même qu'effectivement, comme ses contemporains, comme nous aujourd'hui avec le numérique, le cinéma, l'avènement du cinéma, la place qu'il prend culturellement, socialement, a une influence sur sa pratique, comme celle de ses contemporains. Il y a un certain nombre de nouveaux romanciers qui sont dans la même situation que lui. Alors, je vais ne pas faire parler Claude Simon. Ce qui est intéressant, je vous le disais, c'est qu'aussi, d'un point de vue de l'art contemporain, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve en fait à la fin de l'assignation à une pratique ou à un genre. On voit l'affirmation, par exemple, d'une narrativisation de l'exposition, mais également le recours au livre et à la littérature comme des moyens, des dispositifs ou finalités pour la création. Vous voyez là où je veux en venir par rapport aux problématiques des artistes plasticiens qui s'emparent des objets littéraires pour en proposer quelque chose. Donc cette question d'hybridité des genres qui a été l'objet de discussions auparavant. Et on se rend compte en particulier que l'usage
du format livre et des supports papier laisse espérer un élargissement du public de l'art chez ces artistes en particulier. Il y a certains artistes américains, comme par exemple Edward Ruscher, qui imaginaient que ces ouvrages, ces livres d'artistes en particulier, qui étaient édités à grande échelle et à petit prix, pourraient se vendre dans les supermarchés. Que les gens, naturellement, en allant faire leurs courses, en poussant leur caddie, pourraient aller prendre un livre d'Edward Ruscher, ce qui est évidemment une illusion, parce qu'il n'y a pas d'éducation à ça. Et on revient à la question de l'éducation qui a été évoquée à plusieurs reprises auparavant. Et donc, effectivement, on a des figures phares qui ont été l'incarnation de cette nouvelle narrativisation des expositions et le rapport au livre. Des personnalités comme, par exemple, Harald Zeman, qui a été une personnalité phare de la curation dans les années 70 et 80. Et aussi des personnalités, par exemple, comme Sophie Calle, qui non seulement fait des œuvres qui ont une matérialité littéraire, mais qui écrit des récits sur sa propre vie. Et donc, elle fait aussi, il y a cette ambivalence, cette ambiguïté sur le statut de sa production qui est assez intéressante et qui montre qu'il y a des antécédents finalement à des formes aujourd'hui qu'on pourrait appeler les arts littéraires. Alors, pour ce qui est des œuvres, si on fait une sorte de bilan de réception des années 60-80 sur ces productions artistiques un peu particulières, il y a un paradoxe. Du côté, en fait, des artistes contemporains, c'est un médium d'avant-garde. Et la littérature, comme une forme plastique exploratoire, ne remettent pas finalement en question, chez ces artistes qui s'emparent de la matière livre et de la matière littérature, sa dimension institutionnelle. Les écrivains, les écrivaines, eux, par exemple, paradoxalement, ont tendance à blesser une certaine idée du livre. Et je vous invite, si cela vous intéresse, à aller voir le numéro spécial que nous avons fait avec ma collègue Andrea Oberhuber, qui se trouve à l'Université de Montréal, autour des blessures du livre dans la revue Texte-Images. Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau des publics et de la réception, c'est qu'elle est tributaire, évidemment, d'un certain nombre de facteurs culturels, politiques, sociaux, mais également médiologiques. Les livres d'artistes ne parviennent pas à toucher le large public auquel ils ambitionnaient de s'adresser, mais plutôt le microcosme de certains clients de galeries, ainsi qu'une forme de nouvelle bibliophilie qui s'est créée avec ce médium. Les expérimentations littéraires, elles, restent, elles, une sorte d'apax, peu connues et étudiées dans le champ littéraire. Dans les années 90, en fait, il y a de nouveaux paradigmes qui apparaissent à la faveur justement de la culture hypermédiatique, qui va devenir une sorte de terreau fertile pour des artistes qui vont intriquer à la fois des métadiscours critiques ou récits inventés ou histoires réécrites qui se sont complexifiées, sophistiquées, formalisées autour d'œuvres construisant des séquences réflexives et narratives autonomes. Je cite ici Magali Nechtergal. Et dans des formes mobiles aussi, adaptables aux espaces d'exposition, que sont les livres, les écrans et les expositions. Un exemple d'un artiste que j'aime beaucoup, je vous propose de regarder une petite minute de son travail, qui est Rodney Graham, qui est un artiste canadien, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et qui a notamment fait un travail assez remarquable en venant des arts plastiques sur l'objet littéraire. Alors attendez, je vais mettre un peu de son, je ne sais pas si je contrôle le son ici. Had his first solo exhibition in Spain at an art space called Espai Pablenau here in Barcelona, and at that time made again. Voilà, ah oui, c'est ici que ça nous intéresse. Was important for Rodney Graham as he discovered in the English translation Il s'est rendu a compte layout que dans un ouvrage en how particulier, dans two une times traduction in different d'un livre, pages il y avait des the pages qui pouvaient text pivoter, was qui créaient une sorte jumping from one page d'itinérance to the dans other l'œuvre. Et il en by a the fait une word œuvre plastique, en fait, through à partir d'un the matériau forest. littéraire. And this idiom, through the forest, became the title for our exhibition and also a metaphor, looking backwards now, a metaphor for the work of Rodney Graham. So in the mid-90s, Rodney Graham developed many medias to work. Voilà, c'est Photography. vraiment pour montrer la pluralité des utilisations médiologiques proposées par Rodney Graham, qui avait utilisé notamment aussi l'œuvre de Melville, un ouvrage qui s'appelle La Véranda,
dans lequel il avait écrit un texte. Donc Melville parle dans son œuvre d'une véranda qu'il y a chez lui, qui est une sorte d'ouverture sur un lieu fantastique. Et lui va faire ce qu'il appelle un crochet. Donc un crochet, vous voyez, il y a les crochets qui entourent le terme de véranda. Et donc dans le texte de Graham, il va introduire un crochet qui est aussi en architecture la partie d'une colonne, une sorte de décrochage. Et vous savez bien, quand on parle de crochet en littérature, ou entre nous, on va faire un crochet par tel magasin, etc. On fait un détour. Donc il joue un peu sur cette polysémie du terme de crochet, et il va, dans le texte de Melville, proposer en fait une sorte d'œuvre, donc une œuvre textuelle, ce qui est assez étonnant et intéressant pour nous qui nous interrogeons sur ce que sont les arts littéraires. Alors, à la faveur effectivement de l'affirmation d'œuvres multimodales avec la culture numérique, on passe au fond du livre comme dispositif au livre comme partie d'un dispositif plus large, qui le subsume ou l'annexe à un projet global dont il sera soit le représentant, une trace, un exemplifiant ou un relais. Il y a 3 phénomènes médiatiques qui m'ont semblé très intéressants et à partager avec vous. Il en a été plus ou moins question un peu plus tôt dans la précédente prise de parole. Je ne vais pas les détailler parce que j'ai déjà plus de temps. C'est d'un côté la démédiatisation, l'immédiatisation et la remédiatisation, qui font vraiment partie des processus dans lesquels le livre est impliqué et qui vient interroger, en tout cas, la pratique littéraire à nouveau frais au regard des pratiques numériques telles qu'elles sont développées aujourd'hui. Alors, j'en viens à mon dernier point. À la question « quel public pour les arts littéraires ?», je dirais qu'il y a évidemment d'emblée des publics. Alors, il y a des artistes du littéraire, et je pense que si on s'interroge à cette question-là des artistes du littéraire, comme je le proposais en suivant cette fois une filiation plutôt venant des arts plastiques, on peut convoquer une sorte de microcosme, une sorte de cosmologie, en fait, avec d'un côté des précurseurs, je pense notamment, alors, de manière assez étonnante, aux Caprices de Goya, qui sont une œuvre gravée mais avec du texte qu'il a conçu, qui ne sont pas sous la forme de livres. Je pense à Gustave Doré, histoire pittoresque et dramatique et caricaturale de la Sainte-Russie, qui est à la fois une proto-BD et elle va au-delà, parce que c'est une œuvre faite par un plasticien, avec des textes. Et je pense évidemment, et petit clin d'œil à Carole sur ce coup-là, à la collaboration entre Alain Resnais et Raymond Queneau autour du Chant du Styrène, qui est une œuvre poétique autour du plastique, pour ceux et celles qui la connaissent. J'aurais pu vous montrer un extrait, mais là, malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc, quelle place pourrais-je vous demander à mon tour pour les plasticiens de la littérature et du livre ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'interroger cette convergence-là, pas seulement pour des écrivains et des auteurs qui viennent du domaine des lettres, mais aussi des plasticiens qui interrogent ça. Je pense à une œuvre multiformat de deux artistes libanais, que sont Johanna Hadji-Thomas et Khalil Joreish, qui interrogent en fait sous la forme de livres, sous la forme d'un dispositif fictionnel, sous la forme d'une performance, sous plein de formes différentes, la question de la mémoire et le rapport à leur propre pays. Je pense à Yann Serrandour qui ici, je vous montre juste ça rapidement, interroge en fait la fable Chêne et le roseau dans l'espace en fait de l'exposition. Et là, vous voyez qu'il a repris le format d'une publication du type 18e avec des illustrations de bois gravés qui sont reprises sur un modèle plus mobile et qui créent une sorte de réflexion comme ça dans l'espace. Alors, évidemment, la question des formats hybrides, des différents formats numériques, pose en fait un certain nombre, est l'objet d'un certain nombre d'enjeux et de conséquences. Un, évidemment, l'identification des œuvres et celle de leurs signataires par leur public. À quel genre les associer, à quel lieu. 2, la stabilité médiatique de l'œuvre pose la question du support de diffusion, du référencement, de la durée, de la patrimonialisation et de leurs études, évidemment. Plus une œuvre est étudiée, plus elle est mobilisée, mais pour qu'une œuvre existe, il faut qu'elle soit un tant soit peu référencée, patrimonialisée, pour qu'on puisse savoir où la mobiliser ou la solliciter. Et donc les formes instables que sont la performance des écritures dans l'espace, etc., posent un certain nombre de questions quant à cette patrimonialisation.
3, évidemment, c'est un enjeu politique pour les arts littéraires, c'est les conditions de financement qui dépendent des conditions à la fois de production, mais aussi du rôle des pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics soutiennent généralement des choses qui sont, alors je vais peut-être faire ruer dans les brancards, mais des choses qui n'ont pas de stabilité et d'enjeux patrimoniaux pour eux? Je trouve que c'est une question intéressante à poser de cette manière-là. C'est au fond de dire quelque chose qui ne va pas rester pour eux, qui est une forme d'art éphémère. Comment en fait on va politiquement le porter, comment on va patrimonialiser, créer un patrimoine littéraire à partir, ou un matrimoine si on préfère, à partir de quelque chose qui, au fond, est labile, est amené à disparaître. Voilà. Et pour répondre à cette dernière question, puisqu'il a été aujourd'hui question de la performance, et ce sera ma conclusion aussi, c'est que, au fond, si on regarde l'histoire de la performance, qui est un art qui a émergé en fait dans les années 50, à la fois en France, en Allemagne, et au Japon et aux États-Unis, la performance, comme c'est le cas de certain nombre de manifestations dans les arts littéraires, a fait des corps en mouvement le support de la création, qui est un art spatio-temporel qui ne dispose pas d'objets. C'est un art résolument transgressif et jouant volontiers des frontières disciplinaires comme les arts numériques, comme les arts littéraires, pardon. Sa pratique le rapproche des arts de la scène comme les arts littéraires. Et au fond, en fait, on s'est rendu compte qu'en termes de patrimoine, à part des objets qui archivent, qui documentent cette production-là, cette création-là, il ne reste pas grand-chose. Mais, alors, Bruno Pequigno, dans un article dont je vous mets la référence, ici en bas en rose, Bruno Pequigno interroge justement les conséquences et résultantes de cette pratique-là, et je pense que ça peut servir aussi de modèle de réflexion à ce qu'on peut être amené à faire. Dans la performance, en fait, en 2012, la Tate Modern Gallery à Londres a acheté une performance, le fait de pouvoir réactiver avec l'artiste la performance qu'elle a faite. Et donc l'artiste était très heureuse de ça, en se rendant compte que paradoxalement, elle s'est retrouvée un peu institutionnalisée, mais en même temps, elle disposait vraiment de moyens financiers pour pouvoir mener à bien son travail. Et donc je finirai par ça et par un exemple de création numérique qui sera juste mis de côté. Je vous promets, je serai plus long. Il dit la chose suivante que je trouve intéressante et que je vous soumets à mon tour. On peut sans doute en déduire que pour exister dans le système actuel, la création artistique a besoin d'utiliser les moyens qu'il lui propose pour être reconnue et financée. Ce qui ne retire rien à sa fonction éminente d'aiguillant dans la réflexion et l'action qui conteste ce système lui-même. Certes, le musée et le marché ont réussi, après un certain temps, à récupérer les contestataires, mais cela s'est fait au prix d'une transformation profonde des institutions et d'une adaptation difficile du marché. Et je pense qu'effectivement, dans cette réflexion qu'on doit avoir, c'est qu'en transformant le monde, en étant l'écho d'une société en profonde transformation, c'est ce dont est le miroir, ce dont sont un miroir les arts littéraires. Elle nous amène, elle nous enjoigne en retour à nous-mêmes poser une réflexion sur notre capacité à les appréhender, à les accueillir, à les pérenniser, à les visibiliser, à les étudier aussi. Et donc, juste pour finir, j'avais mis un extrait d'une œuvre numérique, ici, que j'avais présentée au Musée royal de Marimont, parce que je voulais montrer la création aujourd'hui contemporaine. Et j'avais commandité à Anaïs Berck, qui est une artiste numérique qui travaille sur la littérature algorithmique, une œuvre qui est en fait un producteur de sonnets sur le modèle de 100 000 milliards de poèmes de Queneau, et qui en fait avait une base de données de plus d'une centaine de textes littéraires, et qui en fait générait sur un écran des textes. Donc on pouvait choisir soit des textes qui étaient profondément convoquant profondément la nature, soit des sonnets qui seraient plutôt autour de la technologie, en faisant la monstration de la technologie, ce qui cadrait avec la thématique de l'exposition. Et donc voilà, je trouve qu'effectivement, ce sont des œuvres qui sont activées donc, à un moment précis, dans un cadre précis, qui donnent à voir la création, le jeu des réseaux neuronaux, la manière dont l'algorithme s'empare et devient auteur par défaut avec de la matière littéraire. Mais en même temps, ce sont des dimensions qui sont actives à un moment donné, point. On peut les réactiver, mais comment faire, comment on procède, comment on retrouve ces œuvres-là, ce sont des questions qui me semblent fondamentales pour à la fois créer un public, pour à la fois rencontrer un public, pour à la fois éduquer les gens, tant les spécialistes que le grand public. Voilà. Merci.